Ça, c'est le « et » de Lake et Sorette, tu vois, il est exactement à cet endroit, quoi. Question. Ça sera pas au montage, j'ai l'impression. Non, ça sera pas, ça sera pas au montage. Julien, si tu pouvais le laisser, s'il te plaît, quand il dit ses anti-sèches. Bon, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Démasqué qui s'est fait un peu attendre, mais c'était pour la bonne cause parce que je vous ramène non pas un, mais deux artistes qui sont ici présents, un duo. Donc Monsieur Lake et Monsieur Sorette. Bonjour. Bonjour. On va parler de pas mal de choses avec vous. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment votre rapport à la rue. Vous êtes quand même un duo d'artistes qui avait mené des projets assez emblématiques autour de l'art vandal notamment. Et en même temps, vous êtes parmi les artistes urbains qui ont le plus d'affinité et de rapport avec les institutions et qui travaillent sur de grands projets institutionnels. Alors, est-ce que c'est contradictoire ou est-ce qu'au contraire ça coule de source? Et dans un troisième temps, on parlera du côté duo quand même, parce que c'est quand même très important, très emblématique et c'est pas si évident que ça. Et si quand même dans la dernière partie, on parlera de la sérigraphie qu'on a réalisée pour la galerie Démasqué quand même. Pour commencer, votre rapport à la rue. C'est important, c'est vos origines, vous êtes des graffiti artistes, parle-moi un peu des origines de chacun. Non, mais comme tu le dis, tu vois, pour nous c'est super important qu'on ait ce rapport-là parce que déjà on vient de ça, donc on vient de cette accoutumance avec les gens qui flottent autour de toi, qui marchent autour de toi et que toi tu réalises ta peinture pour peu importe l'endroit, tu vois, souvent l'espace public. Non, c'est vrai que en tout cas l'entretien avec les gens, je pense que c'est nécessaire et avoir le rapport avec la rue, c'est nécessaire. Mais simplement parce que ça accorde aussi tout ce qu'on fait dans nos projets. Tu peux pas parler d'éphémère si toi-même tu ne pratiques plus ce qui se passe dehors. Est-ce que d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que le grand projet qui nous a vraiment réunis, on va dire, c'est le mausolée, un des projets vandales qu'encore, je sais pas si c'est égalé à ce jour, mais en tout cas c'est un sacré beau projet. Ce sera égalé le jour où ce sera des artistes sans moyens qui le feront, tu vois. C'est ça. C'est le premier projet qu'on ait mené ensemble avec Fred. C'était pas un projet au début, c'était une intuition. On s'est rencontrés au cours d'une exposition collective. Fred était une légende de l'urbex, donc il y a cette idée d'aller peindre dans des lieux abandonnés. Et puis on a gardé le lien suite à cette expo. On avait créé ensemble sur place, on s'était bien entendu. Il m'a écrit pendant l'été 2010 pour me parler d'un endroit qu'il venait de trouver, qui était donc dans le nord de Paris. Et ça correspondait, si tu veux, au moment où et l'un et l'autre, on s'était décidé à peut-être lever le pied sur les travaux alimentaires et se donner une chance dans la peinture, dans l'art. C'était un peu flou, si tu veux, pour nous à l'époque. Et donc au début, c'est juste un endroit où on allait peindre tous les deux régulièrement. C'était immense, c'était magnifique, c'est un ancien centre commercial abandonné. Et le lieu était fascinant parce que, si tu veux, il avait été squatté par beaucoup de gens. Et tout le monde a été chassé du jour au lendemain. Et en fait, Fred, il a trouvé cette espèce de capsule temporelle où tout était encore là, les affaires des gens étaient là, la nourriture était là. Voilà, c'était vraiment une ambiance très particulière. Et donc au début, c'était juste Fred et moi qui y allions. Et puis au bout d'un moment, on a invité une quarantaine d'artistes à venir peindre avec nous. Pour ce qui est de la partie peinture, si tu veux, il y avait vraiment une idée expérimentale de travail à plusieurs mains. Pour créer des compositions collectives où tu sais plus vraiment qui a fait quoi, c'est pas ça qui est important en fait, c'est l'expérience partagée, voilà, comme du jazz, tu veux, comme de l'impro. Et puis en fait, au fur et à mesure, c'est devenu plus que juste un endroit où aller peindre pour Fred et moi, c'est devenu quelque chose qu'on a commencé à documenter de manière obsessionnelle, c'est devenu quelque chose où on a commencé à faire un film à l'intérieur pour pouvoir montrer aux gens et c'est devenu un prétexte, tu veux, à faire plein de choses. Donc au final... Mais tout ça, c'est grâce aussi le fait que ce soit une capsule temporelle, parce qu'il y a beaucoup de terrains où ça pouvait se passer comme ça, mais au bout d'une semaine, c'était un peu fini et c'est ça la grande chance. Et d'un moment, on s'est dit, ah ouais, on peut rester un mois. Ouais, le lieu était compliqué d'accès, il a raison Fred. Et même nous, on a eu la chance de pouvoir y retourner il n'y a pas longtemps, puisque au bout de 10 ans, on a appris que ça appartenait à la mairie de Paris, ce qu'on ne savait pas à l'époque, nous on pensait que ça appartenait à des privés. Donc je te fais une longue histoire courte, mais on a pu y retourner, on a pu documenter tout ce qui s'est passé en 10 ans. Mais c'est pas comme si on avait les clés. On a fait un truc pour Trax où t'as l'impression qu'on a les clés, mais c'est du cinéma, c'est de la télévision. En fait, on n'a pas les clés. On aurait voulu. On aimerait peut-être un jour, on sait pas, quoi, tu vois. Mais ce que je t'ai envoyé, c'est les Hit the Road qui sont des espèces de génies, on va dire, de l'Urbex 2.0.
Et la dernière vidéo un peu impressionnante de gens qu'on a vu rentrer à l'intérieur du mausolée, effectivement, ils escaladent la façade à main nue et ils descendent en rappel dans le trou principal. En même temps, je te mens, parce que c'est pas vrai, on a vu une autre vidéo depuis, où on a vu une vidéo où des gens sont allés faire un très beau clip de swing. Et eux, ils sont rentrés facilement, en fait. Donc ça peut arriver que des gens trouvent... Apparemment, il faut être attentif au lieu. Toujours pour parler de votre rapport à la rue, je vous ai suivi tous les deux dans vos pratiques respectives, et toi notamment, tu es quand même encore très présent dans la rue. Donc du coup, je t'ai suivi, on était en face de la gare du Nord. Toi, tu vas peut-être moins faire ce genre de travail dans la rue. Ouais, ça dépend des moments. Hein. Mais effectivement, moi, ça fait 1 an que je me suis un peu enfermé là, il a une autre énergie. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est une base calligraphique. Et après, ce qui m'intéresse, c'est la mécanique des fluides, c'est-à-dire des réactions chimiques, des choses qui m'échappent, pour le coup. Enfin, je vais essayer de contrôler, mais qui m'échappent. Des réactions de l'eau qui se mélange avec de l'encre, des variations, des espèces d'effets comme ça. Non mais c'est ça, on le pratique de différentes manières. Tu vois, moi, pour pas perdre justement en vue ce qui se passe dehors, je peins. Lui, il le regarde. Ouais, je le filme. Ouais, je le filme beaucoup. Ouais. Alors du coup, ça fait une bonne transition vers la deuxième partie de notre entretien, c'est le côté... tu sors du graffiti brut tel qu'on le connaît, et justement, vous deux, vous l'emmenez vers une dimension un peu transcendantale, je sais pas comment on peut dire, mais voilà. Tu peux dire comme ça. Hein. Voilà. Ouais. Si tu écoutes des graffeurs parler, ils vont pas nécessairement te parler de couleurs ou de courbes, souvent ils vont te parler d'aventure, tu vois, de ce qu'ils ont vécu, du cœur qui bat, ce genre de choses. Donc clairement, c'est pas Fred et moi, c'est que tous les graffeurs connaissent ça. Peindre sous adrénaline, c'est particulier. On n'a pas arrêté de trouver en fait avec Fred d'autres manières de décoller. Même quand on a fait l'œuvre devant le centre Pompidou, ça fait 280 mètres linéaires, tu vois, c'est un monstre. On a eu plein de gens pour nous aider. Grâce à ça, on l'a peint en 1 jour et demi. C'est assez rapide, tu vois, pour peindre un truc gros comme ça. Et c'est même pas qu'on a décollé, c'est qu'on était ailleurs en fait. C'est un peu comme Mausolée, c'est le cadeau qui continue à t'offrir des choses. C'est-à-dire qu'au début, on nous a parlé... mais c'est comme tout. Ouais. On espère à chaque fois, tu vois, on se pose des petits trucs, on se regarde, on fait putain, j'espère que ça va aller dans ce sens-là. Si ça se trouve, ça va tout se passer le contraire. Mais... Et donc là, ça a été un de ces si ça se trouve qui a fonctionné. C'est-à-dire que la première intuition de Fred, ça a été de se dire, et c'est ce qu'on leur a dit dès le premier rendez-vous, quoi qu'on fasse, on va se faire tauiller. Et donc, moi j'avais l'impression qu'ils nous demandaient d'être l'agneau sacrificiel en fait. Tu vois, à la fois, je t'offre quelque chose qui est incroyable, tu vois, 280 mètres devant le centre Pompidou, tu vois, c'est un beau cadeau quand même. Une fois qu'on a compris ça, qu'on l'a digéré, qu'on a commencé à réfléchir, tout ça, qu'on a eu moins peur de la taille, du support, parce que... Donc en fait, on va faire une typo, et cette typo, elle va donner un rythme graphique, et avec un peu de chance, la plupart des écritures, elles seront à l'intérieur de ce rythme graphique. Et donc ça, c'est le ici qu'on leur a fait passer. Ça va être un Kadraveski, vous allez voir, les gens ils vont écrire. Et là où ça commence à vraiment nous échapper, en tout cas, et que ça devient sublime, c'est donc il y a eu l'acte 59 des Gilets jaunes qui s'est déroulé devant le centre Pompidou. Ça s'est filé vénère avec les CRS et les flics devant le centre Pompidou, et les gens ils sont mis à arracher des morceaux de palissade. Ils se sont mis à s'en servir comme bouclier pour renvoyer les gaz lacrymaux. Ils s'en sont servis comme matière première pour faire des feux de palissade. Et là où tu touches au sublime, c'est que ça, quelqu'un du centre nous a prévenu que c'était en train de se passer. Du coup, avec Fred, on était en live sur les réseaux, on n'était pas à Paris à ce moment-là, à suivre ça en direct. Et toute cette matière première, on a commencé à la récupérer, et puis on a vu notre œuvre se faire détruire d'en haut, d'en bas, au milieu, à droite, à gauche, par lui. Autre sujet, moi qui me fascine quand même pas mal, c'est le côté où vous travaillez en duo. Il y a quelques duos d'artistes connus, mais pas tant que ça, et forcément c'est une dynamique qui est un peu particulière.
Moi, ma première question, c'est à partir de quand vous vous êtes dit, ça y est, on est en couple? Elle est pas mal celle-là. D'abord, il y avait ce premier projet là, Mausolée. Et 3 mois après Mausolée, on nous a plongé au Palais de Tokyo, qui n'était pas un endroit qu'on fantasmait nécessairement avec Fred. On était tout à fait conscients de ce que c'était. Et si tu veux, les deux, on s'est retrouvés plongés dans ce monde, moi j'ai pas peur de le dire, tu vois, vraiment inconnu, nouveau, hyper déstabilisant, institutionnel pur et dur. Et à la fois, ça nous a un peu intimidés, donc je pense que ça nous a rassemblés en tant que duo. Tout d'un coup, on s'est dit, oh putain, tu vois, parce que les premiers vernissages un peu comme ça où tu vas, bah, c'est pas mal d'être à deux en fait, tu vois, pour survivre. Tu te rends compte que c'est une vraie machine, c'est un truc c'est un autre truc quoi. Et donc je pense que ça a noué encore plus le truc. Après la Villa Médicis, alors là c'est devenu une caricature du duo. On est partis les deux sans nos femmes, moi sans ma fille. Enfin tu vois, non mais c'était une caricature. On habitait comme des colocs. On n'était pas en coloc, mais on habitait. Un vrai couple, voilà. Je dirais pas un couple. Non, tu nous fais dire des trucs qu'on veut pas dire. Non, pas du tout. C'est pas un truc de couple, mais c'est une vraie expérience. En tout cas, tout était plus facile en termes d'organisation. Tu vois. Non, mais après, oui, c'est vrai. On peut dire couple dans le sens où tous les jours, on faisait, tu vois, on se levait à telle heure, on était à l'atelier, on finissait, même à l'atelier, on finissait à 21h, on se retrouvait, on mangeait ensemble, tu vois, jusqu'à minuit, tu vois, 1h peut-être, tu vois. Donc il y avait une sorte de roulement, mais. Et du coup, moi, ce que j'ai cru réaliser en regardant vos travaux respectifs, c'est que vous fonctionnez super bien finalement à deux sur, comme tu disais, des gros projets en fait d'ampleur institutionnelle, etc. Et ensuite, pour le travail de galerie, j'ai l'impression que vous gagnez un petit peu vos individualités. Plus. Ah, je trouve que c'est plus compliqué que ça. Alors, non, parce que même en galerie, on a fait des choses ensemble quand même. Alors peut-être pas autant que ce qu'on voudrait, tu vois, ça viendra. Mais après, c'est parce qu'on n'a pas vraiment de galeriste pour le duo. Et ça aussi, ça nous oblige aussi à préserver notre égocentricité. Parce que le fait de travailler aussi sur des projets à deux, bah, tu vois, c'est une grosse concentration. Et l'étoile, tu en as besoin aussi. Mais si tu n'as pas le galeriste, tu ne peux pas aller dans ce sens-là, travailler de cette manière-là. Donc tu es forcément obligé de développer ton côté personnel. Et en fait, il a raison, Fred. Tu vois, il y a quand même un côté, peut-être que si on faisait tout le temps à deux, ça s'appauvrirait. Alors que non, c'est comme si chacun, on est allé à l'autre bout du monde ramener d'autres épices. Et du coup, bah, la sérigraphie qu'on a réalisée ensemble, voilà. Typiquement. Ça fait un bon lien. On retrouve en fait votre travail de chacun individuellement, mais en fait les deux se superposent, s'additionnent bien. Ouais, c'est ça. Pour moi, je la vois comme une ville, tu vois, c'est des longues avenues qui morcellent un petit peu l'environnement dans lequel on vit et c'est moi et ma manière de me déplacer dedans, tu vois. Alors, c'est très linéaire, mais parce que j'aime bien ce côté très urbain aussi, tu vois. J'aime beaucoup la ville, j'aime bien la nature, mais j'aime beaucoup la ville. Et justement, là, on est un petit peu dans les deux, tu vois, où la ville traverse des forêts ou des champs de nénuphars ou autres, je ne sais quoi. Matisse, j'ai envie de dire du Matisse, monsieur. Après, il y a le côté un peu danger, mais ça, c'est que Fred et moi. Hein. C'est-à-dire que le processus, il est un peu compliqué. Donc là, ce que les gens ils vont voir, c'est un résultat. Mais en fait, le travail de Fred de scotch sur une feuille de papier, c'est un peu précaire. Ouais, c'est délicat. Et on ne savait pas comment ça allait réagir et si ça allait fonctionner ou pas. Et en fait, tout ça, on aime bien de se mettre dans une situation un peu, je n'ai pas envie de dire de danger, mais presque. Tu vois, est-ce que ça marche ou pas, sachant qu'on n'aurait pas eu le temps de t'en faire un autre, en fait, si ça n'avait pas marché. Donc il aurait fallu trouver une autre manière de faire, mais au final, ça a bien fonctionné.
Et donc cette œuvre à quatre mains, finalement, ça faisait longtemps que vous n'en aviez pas produite. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça. Donc on est super contents. Non mais je suis vraiment ravi que vous ayez accepté de faire ça pour la Galerie des Masqués. Et bon, merci beaucoup. Merci à toi. Messieurs. J'espère que vous avez aimé découvrir le travail de ces deux grands messieurs, la sérigraphie à venir très bientôt qui accompagnera tout ça. Et puis voilà, à bientôt. À bientôt. Salut.